Bonjour à tous, bienvenue pour l'interview. Je reçois aujourd'hui Michael Verboed, député régional du PTB. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais tout de suite vous poser une question, Michael Verboed, sur les prisons. Parce que vous avez peut-être vu dans le journal ou dans M hier des images atroces des conditions dans lesquelles sont les détenus. Quelle est votre réaction à cette situation dans les prisons ? J'ai d'abord envie de dire que je trouve que les gardiens de prison, quand ils font grève pour eux, mais pour leurs conditions de travail, mais ça a du coup un impact sur les détenus, sur les conditions de vie des détenus, et je ne peux que les soutenir dans ce combat-là. Quand on voit qu'on veut diminuer de 10% le nombre de gardiens de prison en Belgique, avec des pics qui vont jusqu'à moins 23% comme à la prison d'Ytre, évidemment que ça va avoir un impact sur les conditions des détenus, qui sont déjà déplorables, comme on l'a vu dans le reportage juste dans le journal. Mais est-ce qu'il faut fermer Forêt, comme certains le proposent ? Alors nous, on pense qu'il faut déjà avoir une réflexion globale sur la politique carcérale. Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir, la première réflexion à avoir, c'est est-ce qu'on doit toujours mettre des gens en prison, notamment en préventive, avant même qu'ils n'aient été condamnés. Nous, on pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion là-dessus pour diminuer la population carcérale. Et nous, on pense que c'est lié du coup à la question de la prison de Haaren qu'il faudrait construire. Nous, on pense que ce n'est pas avec des grandes méga-prisons qu'on va résoudre le problème, c'est plutôt avec tout un projet de réinsertion dans la société. Et donc, avoir des plus petites prisons, c'est à notre avis une solution. Mais en rénovant Forêt, Saint-Gilles et Berkendael. Il faut se poser la question de rénover certaines prisons. Je pense que ça, c'est au cas par cas qu'il faut voir. Il y a Forêt, il y a Saint-Gilles. Elles sont dans un état déplorable, donc il va falloir effectivement mettre des moyens pour les rénover ou alors les fermer. Et nous, on pense qu'il faut plutôt aller dans les plus petites institutions pour avoir vraiment une politique de réinsertion. Et pour assurer une condition digne pour les détenus, est-ce qu'il faut un service minimum ? Alors, nous, on pense qu'il ne faut pas de service minimum. Vous êtes plutôt contre le service minimum. On est plutôt contre le service minimum parce que c'est un droit de grève. Le droit de faire grève est un droit internationalement reconnu. Et dans ce cas-ci, on voit aussi que le fait que les gardiens de prison font grève, ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour les détenus. Et donc, si on limite cette arme, entre guillemets, que les gardiens de prison ont de faire grève, en fait, ça va aussi avoir un impact sur les détenus et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, le gouvernement bruxellois a décidé de débloquer 66 millions d'euros pour aider à la relance économique, mais aussi à la sécurisation du métro, par exemple. Est-ce que c'est suffisant, ces 66 millions, et est-ce qu'ils seront bien dépensés ? Nous, on pense qu'il y a des bonnes mesures là-dedans. Par exemple, le fait de mettre du personnel en permanence dans les stations STIB, du personnel STIB, j'entends, dans les stations de la STIB, c'est une bonne mesure. Je dis juste qu'on le prévoyait, on le demandait dans le programme électoral depuis peut-être 10 ans. Et malheureusement, il faut toujours des catastrophes pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Mais on pense qu'il y a des bonnes mesures qui peuvent améliorer la sécurité. Ça, c'est un premier élément. Après, on pense aussi que sur la situation économique à Bruxelles, il y a eu effectivement les attentats qui ont été un coup terrible. Il y a effectivement, je pense qu'il y a un impact des piétonniers, des tunnels, etc. Mais on pense aussi que globalement, l'activité économique dans notre pays diminue. Et ça, c'est dû aussi en fait, à toutes les mesures d'austérité qui sont prises par le gouvernement fédéral. Quand on fait un saut d'index qui limite de 2% le pouvoir d'achat des travailleurs, ça a évidemment un impact sur la capacité des travailleurs de consommer. Et donc, les mesures que le gouvernement bruxellois met en avant, elles sont positives, il y a des mesures positives là-dedans, mais tant que le pouvoir d'achat des travailleurs, le pouvoir d'achat des pensionnés continue à diminuer, à terme, on ne va pas résoudre le problème, puisque c'est là qu'est le nœud aussi du problème économique qu'on connaît dans notre pays. Donc les solutions du régional ne remplaceront pas des solutions qui doivent venir du fédéral. Tout à fait. C'est ce qu'on a toujours dit aussi, c'est quand on limite le pouvoir d'achat des travailleurs, ça a un impact sur la consommation et donc aussi sur la production, sur ce que les entreprises peuvent produire et donc engager. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel on est engagé. Je ne dis pas que c'est le seul élément maintenant. Effectivement, les attentats ont été un coup terrible, mais le fait qu'on diminue le pouvoir d'achat des gens, qu'on augmente les taxes, évidemment, ça va limiter leur consommation. Et consommation, ce n'est pas seulement des bibelots, c'est aussi aller au théâtre, aller au cinéma, etc. Ça, c'est des choses que les gens limitent. Et comment on peut faire la balance entre davantage de sécurité, par exemple à l'aéroport, et davantage de liberté aussi pour les citoyens ? Nous, on pense que le problème, c'est qu'on a beaucoup trop axé sur ficher tout le monde. On a voulu essayer d'avoir un maximum de données pour essayer de contrôler toute la population et de repérer dans cette masse de données, de milliards de données, les éléments problématiques. Alors que le problème, c'est que les personnes qui ont commis les attentats à Bruxelles ou à Paris étaient connues des services de police, mais qui n'avaient pas assez de moyens pour les suivre efficacement. Quand on voit la famille Abdeslam a été, dès le mois de juin-juillet 2014, signalée comme étant potentiellement à vouloir commettre des actes terroristes, on n'en a rien fait. On n'en a rien fait. Idem pour El Bakraoui, idem pour Lashraoui. Donc ça, le problème, c'est que maintenant, on a une masse de données qui est devenue ingérable et les juges d'instruction disent d'ailleurs, on n'est pas assez
pour faire un travail convenable parce qu'il y a énormément de données et on n'a pas non plus assez de moyens pour pouvoir effectivement suivre et efficacement suivre ceux qui posent réellement problème. Autre question dont je voulais parler avec vous, c'est le piétonnier. Parce qu'on en parle quand même beaucoup à Bruxelles. Et à 18h, il y a une manif des pro-piétonniers sur la Grand Place. Est-ce que vous y serez? Est-ce que vous êtes favorable aux piétonniers? Nous, on est favorable à un piétonnier, on est favorable à une diminution de la pression automobile à Bruxelles, que ce soit dans le centre ou ailleurs. Mais le problème qu'il y a avec le piétonnier ici à Bruxelles, c'est qu'il était imposé. Il n'y a eu aucune concertation. C'est vraiment un problème avant tout démocratique. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas pensé en termes de mobilité. Et quand on regarde d'autres piétonniers, par exemple celui de Montpellier, il y a eu un reportage récemment qui montrait qu'effectivement le piétonnier de Montpellier était une réussite. Pourquoi? Parce que, on a impliqué les gens, et on a voulu que le piétonnier soit vraiment un piétonnier pour les populations. Et deuxièmement, on a réfléchi à la mobilité, les transports en commun en lien avec ça. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça donne un piétonnier très agréable qui, effet collatéral, donne aussi envie à des touristes de venir le visiter. Et donc ça, c'est pas du tout ce qu'on a fait ici à Bruxelles. On a fait ça sans aucune concertation et sans aucune vision globale de la mobilité. Et nous, on pense que les problèmes de mobilité, que ce soit le piétonnier ou même les tunnels, ça doit se réfléchir dans un cadre régional, voire plus grand encore. Ça a un impact. Le fait qu'on mette un piétonnier à Bruxelles, ça a un impact évidemment sur la mobilité en dehors du piétonnier, dans les autres communes. Il y a un mini-ring qui s'est créé autour du piétonnier. Et donc, si on ne réfléchit pas à ça de manière globale, on va pas réussir à faire un piétonnier agréable pour les... J'ai l'impression que tout le monde dit ça. Ce que vous dites, qu'il faut se mettre d'accord tous ensemble, mais que personne ne le fait. Ah, mais ça, c'est bien le problème qu'on a dans notre Belgique, des divisions de compétences à tous les niveaux, avec des majorités différentes. Le FDF défi qui est dans la majorité à la région, mais qui est dans l'opposition à la commune. On ne sait pas très bien sur quel pied il danse. Donc voilà, ça c'est le problème. C'est compliqué. C'est compliqué, mais il faudrait revenir à une Belgique unitaire. Nous, on pense qu'il y a une réflexion à mener sur la répartition des compétences dans notre Belgique. Effectivement, on voit ça, les problèmes avec la mobilité, on voit les problèmes aussi avec les attentats. Plus on divise, plus on met des niveaux de compétences différents qui ne se parlent parfois pas. Effectivement, il y a des problèmes. On voit ça avec la mobilité, c'est très clair. C'est la ville de Bruxelles. Mayer a décidé, en tant qu'empereur de Bruxelles, de faire un grand piétonnier Times Square qui va attirer les touristes. Mais sans voir que ça a des conséquences sur la commune de Schaerbeek, de Saint-Josse, de Saint-Gilles, etc., etc. Donc ça, évidemment, tant qu'on réfléchit avec des localismes comme ça, on ne va jamais s'en sortir. Donc, par exemple, une seule zone de police pour les 19 communes, ça peut être une idée pour vous. La question, nous, on est ouvert au débat, mais la question, c'est la question de la fonctionnalité du fonctionnement. Les zones de police ou même la mobilité, c'est une question de comment est-ce qu'on va faire fonctionner cette ville, comment est-ce qu'on va faire fonctionner ce pays. Et il est possible qu'on doive répartir les compétences autrement. Dernier chapitre avec vous, Bruxelles, c'est une capitale. Est-ce qu'elle est vraiment pour tous? Parce qu'on a l'impression qu'il y a de la pauvreté d'un côté, il y a de la richesse dans d'autres. Il y a quand même la commune d'Uccle était numéro 1 dans les communes citées pour les Panama Papers. Donc comment est-ce qu'on peut avoir un avenir pour une ville, pour une région aussi duale? Effectivement, Bruxelles, c'est la 3e région la plus riche d'Europe. De l'autre côté, c'est la région belge la plus pauvre, avec les habitants qui s'appauvrissent. Et donc nous, on pense qu'effectivement, il faut une redistribution massive des richesses. Et quand on voit les projets du gouvernement fédéral maintenant qui sont de davantage flexibiliser le temps de travail, faire des semaines jusqu'à 50 heures, des journées de travail jusqu'à 11 heures par jour, alors qu'on a déjà eu un saut d'index, qu'on a déjà eu la réduction des pensions, la pension de 67 ans, etc., etc., les gens disent la coupe est pleine. Il y en a marre et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut oser poser le débat de la répartition des richesses. Effectivement, il y a des communes avec des taux de richesse énormes, et avec les Panama Papers qui ont montré qu'effectivement Uccle était une commune avec énormément de grands fraudeurs fiscaux qui mettent leur argent, des milliards et des milliards dans les paradis fiscaux. Et cela, on les laisse tranquilles. Alors que c'est pas nécessairement de la fraude fiscale, c'est de l'évasion fiscale. Oui, mais il y a quand même toute une série de familles dont on sait qui sont citées dans le Offshore Leaks, dans le LuxLeaks, dans le SwissLeaks et dans les Panama Papers, où il n'y a aucun contrôle. Par contre, si vous ne payez pas votre facture d'électricité, vous pouvez être certain que dans 2 mois, vous avez un huissier à votre porte. Mais ça, c'est la dualisation dans laquelle on est maintenant. Et quand je vois que les syndicats ont décidé de mener un grand plan d'action contre toutes les mesures du gouvernement, moi, je peux que les encourager, parce qu'effectivement, il va falloir oser poser le débat de la répartition des richesses dans notre pays. Dernière question, pour terminer. Quels sont vos modèles aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, on avait parlé de Cuba, même du Venezuela. Aujourd'hui, pour le PTB, le modèle d'un pays qui fonctionne bien, c'est quoi? C'est la Belgique au XXIe siècle qui devrait fonctionner beaucoup mieux. On n'a pas de modèle... La Belgique en mieux, quoi. La Belgique en mieux. Nous, on n'est pas à avoir des modèles ni dans le passé, ni dans d'autres pays. Nous, on veut vraiment développer une Belgique avec une vision sociale dans notre pays, où les gens, où les préoccupations des gens passent avant les préoccupations du profit. Merci, Michael Verboed. Merci à vous.